Quand on fait du business à l'international, il y a une menace, une sorte de fantôme dans la machine qui peut transformer un super deal en perte sèche, du jour au lendemain. C'est le risque de change. Et aujourd'hui, on va décortiquer cet ennemi invisible, histoire d'apprendre à le dompter. Ah, c'est la question qui hante pas mal d'entrepreneurs, ça. On pense avoir fait une vente en or à l'étranger, tout est signé, tout est parfait. Et puis, au moment où l'argent arrive sur le compte, bam, les chiffres ne correspondent plus. Alors que s'est-il passé entre-temps? Eh bien, la réponse est juste là. Imaginez une boîte française qui vend pour 500 000 € de marchandises au Royaume-Uni. Le contrat est signé. Sauf que voilà, le temps que le virement soit fait, le taux de change entre la livre et l'euro, il a bougé. Résultat des courses, une perte sèche de plus de 2600 €. C'est ça, le travail de notre fameux ennemi invisible. Alors, cet ennemi, il a un nom, bien sûr. C'est le risque de change, ou Risk FX, comme disent les pros, pour Foreign Exchange. C'est un truc absolument crucial pour n'importe quelle boîte qui a des clients ou des fournisseurs à l'étranger. Et pourtant, on a trop souvent tendance à l'oublier, à le sous-estimer complètement. Pour comprendre, c'est un peu comme la météo. On peut avoir un grand ciel bleu et d'un coup, une tempête éclate. C'est pareil avec les devises. Une petite fluctuation, en apparence anodine, peut littéralement pulvériser une marge. C'est une vraie force de la nature financière et le but du jeu, c'est de la gérer, pas de la subir. Ok, alors pour affronter cet ennemi, la première étape, c'est de bien le connaître. Parce que le risque de change, ce n'est pas un seul truc. Non. Il a, disons, 3 visages, 3 formes d'exposition bien distinctes. Le premier visage, c'est le plus évident, celui qu'on voit tous les jours. C'est l'exposition de transactions. Pensez aux factures tout simplement, celles qu'on doit payer à un fournisseur étranger ou celles qu'on envoie à clients à l'étranger. C'est du concret, du court terme et ça tape directement dans la trésorerie. Ce chiffre-là, il doit sembler familier, non? Bah oui, c'est exactement la perte de notre entreprise française. 2632 €. Voilà, c'est ça, l'impact super concret de l'exposition de transactions. Une seule petite variation de taux sur un seul contrat, et hop, le bénéfice en prend un coup. Deuxième visage, l'exposition de conversion. On l'appelle aussi l'exposition comptable. Et là, attention, c'est plus subtil. On ne parle plus de cash qui rentre ou qui sort. Non, on parle de la valeur sur le papier. Imaginez une grosse boîte qui a des filiales partout dans le monde. Quand elle rassemble tous les bilans pour faire son bilan global, les taux de change peuvent faire gonfler ou dégonfler la valeur de ses actifs. Alors même que sur le terrain, rien, absolument rien n'a changé. Et ce risque, il est juste gigantesque. Et le pire, c'est qu'il est souvent très mal géré. Regardez-moi ces chiffres. 80% des multinationales ont des dettes dans d'autres monnaies. C'est énorme, ça les expose en permanence. Et pourtant, à peine 30% utilisent des outils pour se couvrir. C'est un peu comme avoir une maison au bord d'une rivière en crue et ne pas prendre d'assurance inondation. C'est fou. Et on arrive au troisième et dernier visage, l'exposition économique. Alors là, c'est le niveau expert, c'est le plus fin, le plus stratégique. On parle de l'impact à long terme, comment les variations de change affectent la compétitivité profonde d'une entreprise. Est-ce que ces produits deviennent trop chers à l'étranger? Est-ce que ses coûts de production explosent? Au final, c'est la valeur même de l'entreprise qui est en jeu. Et croyez-moi, l'effet est loin d'être négligeable. Tenez, il y a des études qui montrent un truc dingue. Si la monnaie d'un pays se renforce de juste 1%, eh bien ses exportations peuvent chuter de 3%. C'est un effet de levier énorme. Imaginez une boîte qui fait tout son chiffre d'affaires à l'export. Sa position sur le marché peut être complètement anéantie par un simple mouvement de change. Bon, maintenant qu'on a bien identifié les 3 têtes de l'hydre, il est temps de passer à l'armurerie. Comment on mesure et, surtout, comment on combat ce risque? Allez, on ouvre la boîte à outils. Alors, les 2 outils de base les plus connus, ce sont les contrats à terme, qu'on appelle aussi forwards, et les options. Le contrat à terme, c'est très simple. On se met d'accord aujourd'hui sur un prix pour échanger des devises plus tard. C'est fixé, ça ne bouge plus, fini l'incertitude. L'option, c'est différent, c'est plus malin. C'est une sorte d'assurance. On achète le droit d'échanger à un certain taux, mais on n'est pas obligé de le faire. Du coup, si le taux va dans le mauvais sens, on est protégé. S'il va dans le bon sens, on peut en profiter. Ok, mais alors, on choisit quoi? En fait, il n'y a pas de solution miracle. Chaque outil a ses avantages et ses inconvénients. Le contrat à terme, c'est efficace, c'est pas cher, mais c'est rigide. Une fois que c'est signé, c'est signé. L'option, elle, offre cette fameuse flexibilité, cette protection, mais bon, l'assurance, ça se paye. Et puis, il y a une troisième voie, la couverture naturelle. L'idée, c'est d'essayer d'équilibrer ses recettes et ses dépenses dans la même devise. C'est gratuit, mais c'est rarement possible à 100%. Et pour voir à quel point c'est important, regardons 2 exemples concrets. D'un côté, on a Coca-Cola. Ils ont une stratégie super rodée, un mix de plusieurs outils, et résultat, l'impact de change, c'est moins de 2% de leur flux. C'est maîtrisé. Et de l'autre, Rolls-Royce. En 2008, ils n'étaient pas assez couverts. Résultat, une perte sèche de 50 millions de livres. Ça fait réfléchir, non?
Et c'est là qu'on arrive à une conclusion assez fascinante, vraiment contre-intuitive. Parce que quand il s'agit de se protéger du risque de change, la stratégie la plus complexe n'est pas forcément la meilleure. Loin de là. Vous voyez, dans le monde des chercheurs et des matheux, pour calculer le niveau de couverture parfait, on a inventé des modèles hyper sophistiqués, comme celui-ci, le ratio de couverture à variance minimale. Ça a l'air compliqué et ça l'est. Ça prend des tonnes de données du passé, ça calcule les volatilités, les corrélations. Bref, sur le papier, c'est la Rolls-Royce de la couverture. Oui, mais ça, c'est la théorie. Parce qu'en pratique, regardez bien ces chiffres. C'est une étude qui fait autorité, menée par l'université de Tilbourg. Ils ont comparé les modèles et le résultat est juste bluffant. La stratégie la plus bête, la plus naïve comme on dit, c'est-à-dire couvrir 100% de son risque, eh bien elle est plus efficace que le modèle super savant, 98,9% contre 96,4%. Incroyable! Mais comment c'est possible? Pourquoi une stratégie aussi simple bat un modèle aussi complexe? L'explication, au fond, est assez simple aussi. Les modèles complexes sont obsédés par le passé. Ils supposent que les relations d'hier seront celles de demain. Mais on le sait tous, ça ne marche pas comme ça, surtout en cas de crise où tout s'effondre. La stratégie simple, elle, n'essaie pas de jouer au devin. Elle est juste solide, robuste. Ok, donc armé de cette connaissance, comment on fait dans la vraie vie? Comment les pros, les directeurs financiers, appliquent tout ça au quotidien, en jonglant avec les règles comptables et les pièges du marché? Eh bien, tout commence par respecter les règles du jeu. Et les règles, ce sont les normes comptables, comme la fameuse IFRS 9. En gros, pour que la couverture soit bien reconnue dans les comptes et ne vienne pas tout fausser, il y a des conditions très strictes. Il faut prouver que ça a un sens économique, que le risque est bien géré et surtout, tout, absolument tout doit être documenté noir sur blanc dès le départ. Du coup, les pros suivent un processus super carré, en plusieurs étapes. C'est une vraie routine. D'abord, on identifie son exposition brute. Puis, on calcule l'exposition nette. On regarde si on peut utiliser des couvertures naturelles et ainsi de suite jusqu'à la réévaluation, typiquement tous les 3 mois. C'est un cycle permanent. Rien, mais alors rien n'est laissé au hasard. Pour finir, résumons les 3 pièges à éviter à tout prix. Le premier, on en a parlé, croire que le passé prédit l'avenir. En cas de crise, les corrélations volent en éclats. Le deuxième piège, le mirage des coûts. Le prix qu'on voit sur l'écran et le prix réel qu'on paie, il y a souvent un monde. Et enfin, le troisième, c'est la surcouverture. C'est le syndrome du parapluie dans un sous-marin. Vouloir trop se protéger finit par créer un nouveau risque. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question qui ouvre le débat. Si même dans un domaine aussi technique que celui-ci, la simplicité bat la complexité, alors quelles autres stratégies financières super complexes qu'on nous vend comme étant optimales mériteraient peut-être un bon coup de balai? C'est une réflexion qui dépasse largement le monde des devises et qui interroge notre façon même de gérer le risque dans un monde qui, par définition, est imprévisible.